tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous et à toutes. Petit débrief de la semaine politique, mais avant de commencer, je voudrais signaler une nouveauté à Regard. C'est une newsletter qu'on a mise en place depuis la semaine dernière. 2 semaines. Depuis 2 semaines, tout à fait. C'est une newsletter politique où à chaque fois on fait un... Quotidienne, exactement, envoyée à 11h tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà, c'est composé d'un petit billet politique et d'une petite indiscrétion qu'on aura dégotée ou bien dans les couloirs de l'Assemblée ou des médias auxquels on participe, ou bien relayer une indiscrétion qu'on aura lue dans un média et qui potentiellement vous aura échappé. Ouais, ou une sélection de choses qu'on a entendues, qu'on vous recommande. Bref, il y a plein de choses. Puis on rassemble aussi tout ce qu'on publie sur Regard sur nos différents supports, différents réseaux, etc. Bref. Tout à fait. N'hésitez pas donc du coup à vous abonner. C'est gratuit. C'est tout à fait gratuit, tout à fait, comme tout le site internet de Regard. Je vais mettre en lien. C'est fini la bamboche. Il a dit. C'est fini la bamboche. Non, tout mais à fait. tout ce qui est gratuit, là, tout ça. Ouais, là. exactement. Comme a dit Bruno Le Maire, faut arrêter. Fini la déconnade. Voilà. Enfin, là, nous, on continue encore un peu. Exactement. Donc, je mets le lien pour s'abonner. Vous pouvez envoyer un mail à rédaction@regard.fr en disant que vous voulez vous abonner à la newsletter. Et sinon, je vous mets un lien sous la vidéo pour vous abonner directement. Ou alors, vous pouvez le faire aussi sur le site de Regard. Il y a un bouton pour mettre. Exactement. Alors, si vous mettez regard.fr, n'oubliez pas le S à Regard. Exactement. Rédaction, sinon, c'est pas nous. Voilà. Rédaction sans S, @regard avec un S.fr. Voilà. Et on vous l'envoie, vous l'aurez dans votre boîte tous les jours, et puis vous la lisez pas. Bon. Et vous pouvez même envoyer vos petits commentaires si vous avez envie d'en faire. Sur ce, abordons les choses importantes de la semaine. On voulait revenir sur 3 points. D'abord sur ce qui se passe, ce qui a animé une partie des médias, notamment des chaînes d'information en continu cette semaine. C'est-à-dire ta vie, pour cher Pablo. C'est ma vie, exactement. C'est-à-dire, il y a eu d'ailleurs... C'est pas du tout drôle. C'est une jeune femme dans un lycée dans un collège de Montpellier, Samara, qui a été prise à partie à la sortie de son établissement scolaire par d'autres jeunes un poil plus vieux, et qui elle a été battue et elle est tombée dans le coma. Elle est sortie du coma, et puis il y a eu une autre chose qui s'est passée cette fois-ci à Viry-Châtillon, où un jeune homme, un très jeune homme, un adolescent de 15 ans, s'est fait rouer de coups dans l'escalier d'un immeuble. Lui, il est aussi tombé dans le coma, et derrière il est décédé vendredi des suites de ces coups et blessures. On va revenir là-dessus. On va aussi vous parler de la potentielle motion de censure qui est proposée. Sur un tout autre sujet. C'est un tout autre sujet, tout à fait. Hop, on passe du coq à l'âne. Mais voilà, c'est l'idée d'une motion de censure qui plane. Exactement, notamment portée par les LR, ce qui pourrait faire basculer le vote. Et puis on voulait aussi vous parler de la dernière une de VSD. Oui, on parle pas souvent de VSD dans Regard, mais voilà, parfois il faut en parler. Cette dernière une, on voit Fabrice Lucchini, Michel Onfray, Jean Dujardin et Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, avec ce titre « Les Gaulois font de la résistance » et ce sous-titre « Plaidoyer pour la France qu'ils aiment ». Donc, en fait, VSD a recueilli plusieurs témoignages, entre guillemets, sur leur façon de voir la France. Il y a aussi Raymond Depardon, des chefs culinaires, etc., qui ont pris la plume pour parler de leur idée de la France. On reviendra sur ça en dernier point de ce débrief. Mais d'abord, donc, ce qui se passe dans les établissements scolaires français. Alors, je disais que c'était quelque chose qui était vraiment partie des chaînes d'information en continu et des réseaux sociaux d'ailleurs. Donc, c'est des problématiques bien
comment on dit, cerclé, on va dire, par les chaînes d'information en continu, avec des angles qui sont pas tout à fait les mêmes en fonction de la chaîne d'information en continu qui la traite. Si vous prenez BFM TV, eux, ils vont plutôt dire est-ce qu'il y a un ensauvagement de notre jeunesse française qui devient de plus en plus violente. Et puis, si vous prenez du côté de CNews, eux, c'est est-ce qu'il y a une islamisation de notre éducation nationale et de notre jeunesse, parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui s'est passé à Montpellier avec la jeune fille qui s'appelle Samara, la mère et la grand-mère de Samara sont très rapidement intervenues, à la fois sur les réseaux sociaux et pour la mère de Samara dans différents médias, pour dire que c'était sa fille était harcelée parce que elle était considérée comme une mauvaise musulmane, alors même que, comme la mère de Samara l'a dit, la famille était une famille musulmane. Mais sa fille se teignait les cheveux en bleu. Je reprends les propos de la mère. Elle portait des jupes en gros, elle n'avait pas le comportement aux yeux des autres qui, qu'elle accusait de harcèlement et des coups du coup sur sa fille. Elle l'accusait d'être une mécréante. Je cite la mère. Là-dessus, Libération, je mets quand même un bémol. Libération a mené son enquête de son côté et a dit attention, d'une part l'enquête est en cours, ce sont les propos de la mère. Et voilà, elle dit ce qu'elle a à dire. Ils le remettent pas directement en question, mais ils ont dit attention parce que nous, quand on est allé recueillir les témoignages de camarades de Samara, et potentiellement ça pourrait être aussi un problème lié aux réseaux sociaux et à des accusations que en fait Samara aurait créé un faux compte, aurait créé des fausses images, aurait porté des accusations sur les uns les autres. Bref, une histoire de réseaux sociaux et de vengeance après des accusations à l'encontre de Samara. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui se mélangent, mais en tout cas, CNews, eux, ils ont pris ça pour argent comptant, ils ont foncé et ils ont commencé à raconter que voilà ce qui se passait dans les établissements scolaires français. Il y avait une islamisation qui empêchait à des jeunes femmes arabes et musulmanes de pratiquer la religion et de construire leur identité comme elles l'entendaient, sous pression, en gros, de fachos extrémistes, radicaux, islamistes, en gros. Voilà, et ils sont allés très très rapidement. Alors moi, après je te donnerai la parole, Catherine, je pense qu'il faut trier en fait les différentes informations qui nous sont données. Il y a un sujet qui est central, d'ailleurs que le Premier ministre, qui auparavant était ministre de l'Éducation nationale, avait décidé de prendre à bras le corps, c'est la question du harcèlement, avec des chiffres qui sont tout à fait alarmants sur le nombre d'élèves harcelés dans les établissements qui avoisine aujourd'hui les 10% ou les 15%. Le nombre du coup d'enfants harceleurs qui est très très important. Alors là, il n'y a pas de chiffre, mais s'il y a 10% des élèves harcelés, on imagine que c'est plus d'élèves harceleurs. Et derrière, une réponse, en gros, de la République par l'intermédiaire de l'Éducation nationale, qui n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire, en gros, les profs, ils savent pas trop comment faire. Alors moi, je mets ça en parallèle avec le manque de moyens dans les établissements scolaires, c'est-à-dire que comme il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de psychologues, il n'y a plus d'infirmiers ou d'infirmières, etc. Les profs, ils sont dans des classes surchargées quand il y a des profs. Évidemment, traiter en fait des choses qui sont en dehors du programme stricto sensu est un peu compliqué, quoi. Donc j'en veux en fait à ce gouvernement et aux gouvernements qui l'ont précédé. S'ils veulent vraiment prendre le problème du harcèlement à bras le corps, qu'ils donnent les moyens aux établissements de se doter de personnel qui sont capables de prendre le sujet et d'apporter des réponses. Mais
et c'est ça le truc le plus important, il faut bien dissocier ce harcèlement scolaire qui est un fléau et auquel il faut vraiment s'affronter avec l'islamophobie ambiante. Je veux dire, c'est pas le lien en fait qui est fait notamment par CNews et toute une partie de l'extrême droite entre ce qui se passe dans les établissements scolaires et leur fantasme d'islamisation accélérée de la société et complètement n'est absolument pas quelque chose de solide dans les faits quoi. Et aujourd'hui il y a beaucoup de gens en fait qui sont tentés, y compris parfois à gauche. Hein, j'ai vu des prises de parole qui parlaient quand on parlait de Samara, etc. Oui, il faut réaffirmer la laïcité, etc. Honnêtement, c'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, parfois on peut parler de cette question de la laïcité dans les établissements scolaires. Ça mérite d'être un sujet de discussion. Là, c'est pas le sujet. Là, on a des enfants en fait qui se font harceler. On a une violence en fait qui s'exprime chez des adolescents qu'il faut traiter en tant que violence qui s'exprime par des adolescents. Et oui, et là, il y a un vrai sujet. Après, savoir si c'est un ensauvagement de notre jeunesse, évidemment, tout de suite, les mots, haut comme des trombones. Je pense qu'il faut se calmer, hein, il faut calmer tout le monde. Il n'y a pas un ensauvagement de notre jeunesse. Il y a des problèmes qu'il faut traiter en tant que tels et en apaisant, en essayant de trouver les voies et moyens, pas forcément par la coercition, pas forcément en envoyant des patrouilles de flics devant tous les établissements scolaires à toutes les heures de sortie, parce que ça, je pense que ça résout absolument rien, voire ça excite plus qu'autre chose. Mais en créant, en faisant en fait de l'école, de l'espace public, des relations sociales, des lieux apaisés. Ça fait plusieurs fois maintenant qu'on a des événements, enfin des faits divers, combien même ils sont dramatiques. Hein. Dire faits divers ne les relativise pas dans leur gravité, mais dit que ce sont des histoires singulières. Hein. Ça fait quand même depuis le début de l'année plusieurs qui touchent à la jeunesse et qui sont devenus des enjeux politiques très importants. Il y a eu l'affaire Crépol, qui a été l'occasion de mettre en cause. Là, c'était pas l'islam directement, c'était les cités, les Arabes, les musulmans, mais c'était pas l'islamisation. Hein, c'est pas la même histoire que celle de Samara. Donc, il y a eu cette affaire Crépol dont chacun se souvient. C'était le jeune homme de 15 ans qui a été tué dans une bagarre à la fin d'un bal. Et l'enquête est en cours, mais en tout cas, l'idée qu'il y a eu une descente des cités pour casser du blanc est complètement battue en brèche. Cette histoire-là ne tient pas debout. On ne sait pas comment l'enchaînement de la bagarre s'est fait et pourquoi elle a abouti à la mort de ce jeune garçon, mais en tout cas l'histoire qui nous avait été racontée par notamment CNews s'avère complètement fausse. Et vous vous rappelez qu'il y avait eu des manifestations de groupes d'extrême droite qui étaient venus pour défendre les jeunes Français blancs du monde du rugby ou je sais pas quoi contre. C'était complètement con parce qu'en fait des jeunes du club de rugby, il y en avait de la cité et ceux qui s'étaient battus ne venaient pas forcément de la cité. Enfin bref, tout ça était totalement fantasmé et mais néanmoins. L'extrême droite avait réussi à organiser l'événement et à polariser pendant au moins 15 jours, 3 semaines le débat public autour de cette histoire. Il y a eu l'affaire du lycée Maurice Ravel, dans lequel on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, dans lequel il a été dit sur les réseaux sociaux que le proviseur aurait bousculé la fille qui ne voulait pas retirer son voile, étudiante de BTS, qui ne voulait pas retirer son voile. Vrai ou faux? En tout cas, est-ce qu'il y a eu une bousculade entre le proviseur et la jeune femme? Mais ça se termine par une dénonciation du monsieur sur les réseaux sociaux, du proviseur sur les réseaux sociaux, et ça aboutit, comme vous le savez, à la démission de ce monsieur. Et là, on arrive à une nouvelle histoire, celle du garçon qui est décédé. Il n'y a pas tellement de fils narratifs qui sont pour l'instant tellement construits. Par contre, la jeune fille, elle, il y en a un. Alors, toi, tu as l'air d'avoir fait ta religion sur le sujet, c'est-à-dire tu dis ça n'a rien à voir avec la question de l'islam.
Moi, j'en sais rien du tout. Ouais. Ce que j'en sais rien. Je dis pourquoi j'en sais rien, parce que j'en sais rien, parce que la mère et la grand-mère le disent. Donc, je n'ai pas de raison de ne pas les croire. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ça a à voir, peut-être que, et d'ailleurs, peut-être que des choses convergent. C'est pas parce que elle était une mauvaise musulmane que par ailleurs c'était pas une chippie qui faisait des faux comptes et qui harcelait les autres, parce qu'apparemment ça serait ça l'histoire qui est racontée en parallèle. Il y a deux histoires qui sont racontées. Moi, j'ai pas de raison de croire l'une ou l'autre. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que on est en train d'en faire un fait politique. C'est-à-dire qu'on la sort, on ne sait pas. On conclut avant même que l'enquête soit aboutie, que on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais par contre on en fait une question politique. Donc la première fois c'était les Gaulois qui étaient en danger par les gars des cités qui allaient leur tomber dessus. La deuxième fois c'était l'école en son sein qui était attaquée par des jeunes filles qui voulaient pas retirer leur voile. Et cette fois-ci c'est les jeunes filles qui vont à l'école, qui, quand elles sont pas de bonnes pratiquantes, se feraient lyncher par des tenants de l'ordre islamiste. Donc, ça, c'est une question. C'est-à-dire que le fait que ces faits divers sont l'objet d'un narratif qui n'est pas fondé, dont on ne sait rien, et que c'est ça qui prend de l'ampleur et qui a de la résonance. Alors, pour moi, c'est tout à fait ce que j'ai à en dire sur les trois en question. Pas vraiment, je ne sais pas trop. Crépol, je pense qu'on commence à clairement comprendre que c'était bidonné leur affaire. Les deux autres, je ne sais pas. Je n'ai pas de raison de pas croire qu'il y a des islamistes fachos qui viennent casser la gueule aux filles. Ça, je le crois. Je le sais. C'est pas seulement que je le crois, c'est que je le sais. Je sais qu'il y a ça existe. Dans un certain nombre d'endroits, des mecs qui font régner la terreur pour appliquer un islam qu'ils s'imaginent être pur mais je veux dire le délire extrémiste, on le trouve alors en France, c'est pas tellement comme ça que ça se représente. Enfin, si on se balade du côté du Brésil ou des États-Unis, les évangélistes, ils sont absolument insupportables avec les autres et avec les femmes en particulier. On a ce radicalisme, on peut le trouver dans la religion juive, notamment en Israël, on le sait très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette montée en radicalité d'une conception religieuse, moi je la crois tout à fait réelle, et en France, sans que ça prenne des formes aussi violentes que ça, les intégristes, nos intégristes cathos, faut se les farcir quoi aussi, hein. Donc il y a quelque chose qui est dans la tension du monde se retrouve et s'amplifie dans l'espace religieux, parce qu'il n'y a plus de raison dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire, c'est que là, on passe sur le terrain du religieux. Alors là, la capacité à faire redescendre et à revenir à la rationalité le chemin n'est pas toujours évident. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous parle de la montée de cette extrême droite qui envahit l'espace. Troisièmement, ça nous parle de l'irresponsabilité des journalistes qui relaient ce genre de trucs. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible, quoi, d'en avoir fait ce qu'ils en ont fait. C'est qu'il y a de l'irresponsabilité pour faire du buzz et du spectacle. Enfin, moi, CNews, c'est une chose. BFM, pour moi, c'est autre chose, et je ne comprends pas que BFM enfourche ce cheval-là, quoi. C'est vraiment, et tout ça pour aboutir à quoi? Parce qu'en fait, là-dedans, c'est pas simplement les fachos, c'est aussi tous ceux qui ont ce discours sur l'ensauvagement, sur une laïcité qu'on la défendra jusqu'au bout, etc., qui est en fait porté par la Macronie et qui ne fait qu'attiser justement ce climat de violence, de détestation de tous. Et ça ne va pas du tout, quoi. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a éventuellement une question qui peut se poser. Faut savoir la circonscrire dans son ampleur. Faut pas raconter n'importe quoi. C'est pas une généralité ce qui se produit. Et par ailleurs, il faut savoir la traiter sans l'enflammer. C'est-à-dire qu'il faut descendre la pression, à mon sens. Moi, je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu dis. Juste un point, en fait, quand tu dis, toi, t'as l'air de te faire une religion justement sur genre
c'est plutôt du harcèlement que lié à l'islam. C'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Mais en tout cas, non mais moi, en fait, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Moi, je dis juste que il faut séparer les deux. C'est-à-dire que il y a deux choses. Les motifs de harcèlement peuvent prendre peuvent être très variés. En fait, ça peut être l'homophobie, ça peut être le sexisme, ça peut être effectivement des visions complètement problématiques de la religion, de l'essence fantasmée de ce que c'est qu'une femme ou je sais quoi, ou de ce que c'est qu'un adolescent d'ailleurs. Et moi, je le séparerais en fait de la question y compris de la radicalisation d'une partie que je pense aujourd'hui très infime de l'islam, mais qui pose quand même un problème. Donc je séparerais les deux parce que, et c'est là ma deuxième question, et d'ailleurs je te pose la question, est-ce que un gosse, parce qu'en fait on parle de gosses, hein, enfin on parle d'enfants qui sont des adolescents, mais ils ont entre 13 et 16 ans, là, les gens dont on parle. Comment est-ce qu'on doit les considérer? Est-ce qu'on les considère comme des enfants? Est-ce qu'on les considère comme genre des jeunes adultes? Est-ce qu'on les considère, lorsqu'ils disent « je fais ça au nom de la religion », est-ce que genre on doit prendre ça pour argent comptant comme si c'était une personne de 35 ans qui disait je fais ça au nom de la religion? C'est ça qui est compliqué. Et moi, j'aurais plutôt tendance à croire que si un enfant de 14 ans dit je tabasse machine au nom de la religion parce que c'est une mécréante, j'aurais plutôt tendance à lui dire en fait, mon petit, enfin, genre mon petit bébé. Attention, tu mélanges tout. Enfin, genre, je veux dire, je ne lui ferai, En fait, j'ai énormément de mal à dire un enfant de 13 ans ou de 14 ans, c'est de l'islamisme, tu vois. Genre, je peux pas en faire un agent. Je peux pas faire d'un enfant de 14 ans un agent de l'islamisme, comme le font à tire-larigot les journalistes et les gens qui sont sur CNews. Voilà. Et c'est juste ça. C'est pour ça que je sais pas. Par contre, il peut être un harceleur à 13 ou 14 ans. Oui. Moi, j'en sais rien parce que si je déplace mon regard et que je me souviens de moi, comment j'étais à 14 ans, j'étais très, très, très militante communiste. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'avais une espèce de pureté et de radicalité dans mon regard sur le monde. J'avais envie que, enfin, je veux dire, les injustices, je ne pouvais pas le supporter. Enfin, c'est pas tout à fait des enfants non plus. C'est pas, ils s'éveillent à des problèmes du monde. Ils sont à la recherche de repères politiques, moraux, de conduite personnelle. Tu peux pas juste lui dire bon, tu reviendras quand tu auras un peu plus de bouteilles, quoi. Oui, mais ils sont quand même en train de se former leur regard sur le monde et ils s'engagent. Certainement, c'est un peu mal dégrossi, mais c'est pas rien. Et les jeunes ados que je côtoie sont un peu comme ça aujourd'hui dans tous les, pas du côté de l'islam, mais d'autres côtés. Oui. Et je trouve qu'ils sont quand même assez engagés de façon sans nuance. Oui, mais là où je voulais en venir, c'est que je pense que par exemple, le harcèlement dans les établissements scolaires entre les élèves, en fait, il peut y avoir des plaintes qui soient déposées à des commissariats, etc., ou je sais pas quoi, des trucs à la préfecture. C'est-à-dire que ça sorte de l'établissement scolaire lorsque c'est particulièrement grave et lorsque l'établissement n'arrive pas à trouver une solution. Mais je pense que la plupart du temps, il est nécessaire d'essayer de trouver une solution en interne. C'est-à-dire que ce soit l'établissement scolaire qui, en tant qu'espace de la République particulier, en fait, cherche les voies et moyens pour trouver une solution. Alors même que, on pourrait se dire, ça c'est parfois voulu par différents hommes et femmes politiques, notamment de droite et d'extrême droite, c'est au moindre truc, vous allez au commissariat et vous déclarez au commissariat monsieur le proviseur, monsieur le CPE ou madame le CPE ou madame le proviseur. Et moi je ne pense pas qu'il faille faire ça. Oui, tu vois. Mais c'est une autre question. Parce que même en interne, moi je trouve que dans les problèmes que l'on rencontre dans les transformations de la jeunesse et dans cette période, c'est que l'idée qu'ils ne sont pas, qu'ils sont encore que en formation, alors qu'ils sont déjà en train de prendre des positions, donc les considérer aussi comme étant pour partie des êtres de décision
de choix et que donc on peut les interpeller et pas simplement leur dire qu'ils sont des petits. Du point de vue de la justice, je suis totalement en faveur du maintien d'une justice différente pour les mineurs, parce qu'évidemment, ils ne sont pas adultes, ils ne sont pas terminés, mais en revanche, je pense que c'est mieux, comme nous, en tant qu'adultes dans la société et l'institution scolaire, les considère pas comme des petits. Et une dernière chose, moi je trouve que c'est intéressant sur ce qui s'est passé à Montpellier autour de la petite Samara, que ce soit la mère et la grand-mère en fait qui aient pris la parole, c'est-à-dire la nécessité de l'implication plus avant de la famille. Parce que très souvent en fait les familles sont tenues à distance en fait de ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement. Or, on sait aujourd'hui, et les spécialistes de l'éducation le disent, il faut impliquer en fait les parents dans la résolution d'éventuels conflits. Il faut les impliquer à leur juste place. Hein. C'est pas forcément une confrontation entre le parent du harceleur et les parents du harcelé. C'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Mais il faut les tenir au courant. Il faut qu'ils puissent comprendre, parce que aujourd'hui, très souvent, c'est aussi de là que les parents ne comprennent pas en fait ce qu'il se passe. Là, on est dans des cas extrêmement graves, mais lorsqu'on est dans des cas de harcèlement qui vont pas forcément jusqu'au coma et jusqu'à l'hôpital, les parents parfois sont pas au courant. Jusqu'au coup, tout simplement, le harcèlement, c'est pas que des coups. Exactement, c'est pas que des coups. Parfois, les parents ne sont pas au courant en fait que leur enfant est harcelé. Les parents ne sont pas immédiatement mis au courant. Et là, il y a une défaillance à cet endroit-là qu'il faut résoudre. Il faut qu'il y ait de l'automaticité en fait dans les chaînes de décision, etc. Qui aujourd'hui, on voit que ça tâtonne encore, et que les espaces de tâtonnement, parfois créent des situations qui sont inacceptables, comme ce qui s'est passé avec Samara. Cette question de la place des parents dans le système scolaire est une question qui est elle-même difficile. C'est-à-dire qu'elle c'est évidemment qu'on ne reviendra pas avant à l'étanchéité. Comment ça marche, c'est-à-dire comment on considère les enfants et comment on considère les parents. Voilà, je pense que ça fait partie des questions qui sont mouvantes, changeantes et qui posent problème aujourd'hui. Bon, allez. Deuxième sujet, les LR et leur... ils ont pris du poil de la bête là. Tout d'un coup, ils se sont dit tiens, on va aller déposer une motion de censure parce que le dérapage budgétaire là, trop c'est trop. Ils ont l'impression que la France va à volo. Ils ont pris, il y a beaucoup de responsables des LR, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, le député Marlex, Ciotti, blablabla. Ils ont Retailleau, le sénateur. Ils ont tous pris la parole dernièrement pour dire la France est quasi en banqueroute. Donc il faut que nous fassions quelque chose. Ce n'est pas possible. Différents gouvernements d'Emmanuel Macron ne font rien pour rétablir l'ordre, bien ce mot, dans nos finances publiques. Ça c'est pour la façade, hein, c'est pour comme ça qu'ils le présentent. Après, ils y voient aussi, à mon avis, il y a aussi un enjeu stratégique. Que aujourd'hui, de se positionner en opposition frontale avec le gouvernement, quand dernièrement ils ont plutôt été accusés, entre très gros guillemets, notamment par l'extrême droite, de s'acoquiner avec le gouvernement, de faire passer des lois avec eux, en gros d'être la variable d'ajustement du gouvernement, de la Macronie, pour avoir qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui, entre guillemets, n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire à chaque fois, ils ont besoin des voix des LR, le gouvernement a besoin des voix des LR, dans la mesure où la NUPES lui en donne quasi jamais. Ils ont besoin des voix des LR, notamment sur les textes importants, pour faire passer leurs lois. Et donc là, ils se disent, tiens, on va un peu bomber le torse et on va leur dire que nous, on n'est pas juste là pour faire, comment on dit, décor. On veut exister aussi politiquement. Et je terminerai sur un point, c'est je pense qu'ils ont encore en tête le récit qui a été tenu juste après la loi immigration, le vote de la loi immigration en décembre, où en gros ça se tirait la bourre entre
la Macronie, LR et l'extrême droite pour savoir qui avait rédigé cette loi, qui était à l'initiative de cette formidable loi que chacun des trois camps louait. Est-ce que c'était Gérald Darmanin? Est-ce que c'était Bruno Retailleau? Ou est-ce que c'était Marine Le Pen, en gros, qui était à l'initiative, qui faisait que cette loi avait existé. Ils se sont tirés la bourre à ce moment-là, avec voilà des choses qui étaient complètement contradictoires qui étaient racontées, mais je finirai là-dessus, un petit parallèle en fait avec ce qui se passe à gauche, où en ce moment c'est vraiment genre le florilège de attends, c'est toi qui a réussi à faire passer la directive sur les travailleurs des plateformes au Parlement européen, ou c'est moi, LFI et notamment Europe Écologie Les Verts et le PS se tirent la bourre pour savoir à qui ça appartient. Là, j'ai vu hier, il y avait la niche écologiste à l'Assemblée nationale et ils ont voté pour l'interdiction de polluants éternels dans les cosmétiques et dans les vêtements. Et j'ai vu la France Insoumise qui tweetait on a réussi à faire passer la loi, etc., sans une mention même du travail qui avait été fait d'Europe Écologie Vert. Pour le coup, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La proposition de loi partait d'Europe Écologie Vert, c'était dans leur niche écologiste, quoi. Donc, mais voilà, il y a un jeu pour essayer de savoir en fait qui est le meilleur à l'Assemblée nationale et qui tire la plume en gros de l'histoire, qui de la gauche ou qui de la droite. Oui, quand même, cette affaire, moi je la crois un petit peu intéressante parce que la première chose, c'est que c'est un peu identitaire pour les Républicains. Ils se distinguent de l'extrême droite comme étant la droite de gouvernement. C'est-à-dire qu'ils se présentent comme étant des gens en capacité de piloter le pays, de conduire et d'être responsables, et notamment responsables des finances publiques. Donc, c'est normal que ce sujet-là, ils décident, ils en ont fait depuis plusieurs années un identifiant politique, depuis que François Fillon avait dit qu'il était à la tête d'un pays en faillite. Il avait ensuite proposé une campagne qui ne lui a pas réussi, mais quand même il était parti sur ça. Et Valérie Pécresse a enchaîné sur le même sujet, c'est-à-dire qu'en fait, en accusant Macron d'avoir cramé la caisse, etc., tout le monde se souvient que cette question de l'équilibre du budget, c'est une ligne de démarcation avec l'extrême droite. Donc ils ont besoin de marquer cette ligne-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, éventuellement, on peut penser que c'est une question. Je pense que c'est une question que le budget soit en déséquilibre de 5,5% et que donc l'accusation qui est faite au gouvernement d'avoir fait voter un budget insincère et de vouloir maintenant le corriger en passant juste en dessous des limites pour pouvoir ne pas revenir par le Parlement, pour pouvoir le faire sans l'accord du Parlement, notamment le coup de rabot des 10 milliards, c'est quand même, c'est insincère comme pratique de gouvernement, deux, c'est vraiment se foutre de l'Assemblée nationale. Donc, les députés LR qui sont pas, comme tu l'as rappelé, pas très contents de ce qui s'est passé au moment de la loi immigration, puisqu'ils ont le sentiment de s'être fait empapaouter par la Macronie qui a pris des éléments et après s'en est remis au Conseil d'État pour les faire retirer de la loi. Voilà, ils ont envie de marquer un peu leur terrain sur un sujet qui, je pense, n'est pas secondaire et qui est identifiant pour eux et qui les délimite par rapport au rassemblement au RN. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous vous souvenez, il y a 3-4 débriefs, on avait parlé de ce sondage qui était resté secret pendant des mois et puis qui a fini par sortir sur la place publique et qui dit que s'il y avait aujourd'hui une dissolution, le Rassemblement national serait au bord d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, l'idée ça veut dire que, évidemment, s'il y a une motion de censure qui émane des LR, compte tenu de la composition de l'Assemblée, le RN a déjà annoncé qu'il la voterait, France Insoumise la votera. Ce que feront les autres groupes de la gauche, ça, c'est pas tout à fait aussi certain que ça, qu'ils voteraient cette loi, mais je pense que ces trois groupes-là suffiraient
bah, si tu prends France Insoumise, enfin, ça fait 3 fois 80, quoi, à peu près. Ouais, 60, 80, 90. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, t'es pas loin d'avoir la majorité, et probablement qu'il y a une partie des autres députés de la gauche. Je ne sais pas comment il se positionnerait. Il pourrait se positionner en abstention. C'est pas sûr qu'il voterait cette motion de censure, et c'est pas sûr qu'il validerait qu'on fait tomber le gouvernement avec l'initiative des LR. Mais bref. En tout cas, ce qu'il y a de vrai, c'est que les LR pensent que ils peuvent faire ça, alors que on ne leur prédit pas du tout un progrès, et même qu'on prédit une situation politique aggravée au sens où l'extrême droite pourrait quasiment avoir la majorité à l'Assemblée. Donc c'est ça qui est assez troublant dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils sont en train de jouer au poker, de jeter les dés sur la table et de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que s'ils votent une motion de censure, est-ce que Macron, dans la foulée, dissout ? Et s'il dissout, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on revient à une situation aussi bordélique qu'actuellement, c'est-à-dire une situation non clarifiée parce qu'il n'y a pas de majorité ? Et à ce moment-là, les LR peuvent être en position de négocier avec Macron un accord gouvernemental. C'est pas du tout certain que ce soit leur idée pour affronter la compétition de 2027, c'est-à-dire qui sera le futur leader de ce pôle gauche, centre droite, quoi. Donc c'est pas du tout certain que ce soit l'orientation des LR d'aller vers une alliance gouvernementale. Et par ailleurs, je sais pas très bien où ça mène, parce que il y en a un certain nombre qui pensent que Macron pourrait nommer Bardella dans l'espoir que Bardella se vautre, et que comme ça, Marine Le Pen ne peut pas être élue en 2027. Ça fait beaucoup de si, mais néanmoins, c'est-à-dire qu'en fait, ils parient sur l'idée que Macron ne dissoudra pas. C'est-à-dire qu'ils font la motion de censure, ils foutent une tarte politique à Macron, mais ils font l'hypothèse que Macron ne va pas dissoudre. C'est-à-dire qu'ils pensent infliger un gros revers politique à Macron sans aboutir à la dissolution. À rebours, il y a des gens qui pensent qu'au contraire, Macron dissoudrait pour obliger le RN à prendre les commandes du pays, c'est-à-dire à les mettre en cohabitation, et on sait que la cohabitation, en général, ne se termine pas très bien pour ceux qui cohabitent. Voilà. En tout cas, ce que je pense, c'est que se joue là, au fond, une forme de combat sur qui va prendre le lead dans ce pôle droite macroniste, et quelle est la place du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est en train de se recomposer, ou en tout cas d'essayer de se restructurer, et pour les LR, en essayant de regagner du poids politique dans ce bras de fer avec le gouvernement. Et un tout dernier mot, si jamais ils déposaient cette motion de censure et qu'elle était votée, ils seraient aussi portés à leur crédit d'avoir réussi à faire tomber le gouvernement d'Emmanuel Macron, tu vois, ce qui est pas négligeable. Oui, même s'il n'y a pas de dissolution, tu as tout à fait raison. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que pour eux, il y a quelque chose du rapport de force qui pourrait, et ils choisissent leur terrain. Et le terrain qu'ils choisissent, c'est celui des finances publiques et du déficit. Et encore une fois, ce n'est pas un mauvais terrain pour eux. Par ailleurs, ce n'est pas un terrain négligeable. Je veux dire, la gauche ne devrait pas se moquer de ce terrain, je le crois, moi. Mais voilà, c'est un sujet. Dernier sujet, en parlant de sujet, la VSD. Alors, donc, comme on le disait tout à l'heure, dans VSD, vous aviez donc cette une, les Gaulois font de la résistance, avec Jean Dujardin, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, Michel Onfray, Véronique Lucchini, et puis pas mal d'autres personnalités, majoritairement des hommes d'ailleurs, j'ai noté. Pas majoritaire. Sur la une, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes qui sont en photo, et même dans la liste des noms, il n'y a que des hommes. Après, mais il n'y a que des Gaulois, il n'y a pas de Gauloises. Hein. Non, évidemment, enfin, les Gauloises, on les fuit. et donc, la première chose que je voulais dire, c'est que on a lu le texte avec Catherine de Fabien Roussel.
C'est un texte, bon, qui vaut ce qu'il vaut. Je veux dire, moi j'ai des choses à dire. Il fait 2 pages. Oui, il est assez long, il fait 2 pages. Le titre, donc, qui a été choisi par VSD, je reviendrai après là-dessus, c'est On peut être un internationaliste sincère et en même temps un amoureux fervent de son pays. Bon, moi je reviendrai pas sur le fond, mais je voudrais juste dire une chose, parce que bien sûr que au Parti communiste français, à la direction du Parti communiste français, on le sait très bien. En fait, il n'est pas la même chose d'aller dans certains médias populaires, par exemple, je pense notamment à la télévision ou à la radio. En tête, j'ai comment il s'appelle, Fabien Roussel, qui va par exemple assez souvent sur Europe 1 ou sur CNews. Sur CNews Oui, bien sûr. Je l'ai pas vu. Et ou bien Rachida Dati qui cette semaine est allé parler sur Skyrock. C'est pas la même chose de faire ça parce que ils sont en direct et en fait ils maîtrisent du coup exactement ce qu'ils peuvent raconter et d'accorder des interviews ou de donner des textes à des médias papier qui du coup font un emballage un peu comme ils le veulent. Et c'est-à-dire que là, moi je m'excuse, mais voir la tête de Fabien Roussel à côté de celle de Michel Onfray, c'est douloureux. Enfin, je suis désolé, quand on sait ce qu'est devenu Michel Onfray aujourd'hui, c'est douloureux. Et je dis pas que Fabien Roussel a choisi d'être à côté de Michel Onfray. En revanche, il aurait dû savoir qu'en offrant un texte à VSD, potentiellement, il serait à côté de ce type de personnalité. Pareillement, le titre « Les Gaulois font de la résistance », qui quand même pue un peu la France réac et qui, encore une fois, n'est pas un titre qui a été choisi par Fabien Roussel, il aurait pu se douter que VSD aurait pratiqué en fait ce genre de titre sensationnaliste. Dans la même mesure, tu peux te dire, tiens, allez, je sais pas, donner un texte, parce qu'en plus là, c'est même pas une interview, c'est un texte qu'il a donné. Donc aller donner un texte à Valeurs Actuelles. C'est pas la même chose, Valeurs Actuelles, on reviendra là-dessus tout à l'heure, Valeurs Actuelles et VSD. Mais donner un texte à Valeurs Actuelles, c'est peut-être aller faire une proposition aux lecteurs de Valeurs Actuelles qui sont pas très habitués à lire des gens de gauche, qui pourraient être intéressantes pour, je sais pas, un peu bouger les esprits, etc. Le seul problème, c'est que tu te retrouves dans Valeurs Actuelles qui choisit tout. Ils choisissent les titres, ils choisissent les intertitres, les trucs qui sont mis en valeur, on le sait à regard. Ils choisissent comment est-ce qu'ils vont composer leur une, et ça, c'est un problème. Donc, vraiment, il faut bien avoir en tête que lorsqu'on fait le choix d'un média papier ou d'un média qui est en direct, c'est pas la même chose. Et là, moi, je regrette que Fabien Roussel ait fait ce choix-là. Après, toi, tu veux dire quelque chose sur le fait que VSD est une publication populaire? Non, je suis d'accord avec toi, je n'exagérerai pas la limite des choses parce que sur les chaînes d'infos, enfin les médias en direct, notamment les chaînes d'infos, tu as une baseline, tu as des relances, c'est-à-dire ils te mettent un titre, tu parles et puis ils titrent, après ils font des extraits de l'émission qu'ils mettent sur leurs réseaux sociaux, donc ils coupent les 15 ou 25 secondes de ce que tu as dit et puis ils le balancent dans les réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que le poids des médias dans l'organisation et ce que l'on retiendra du discours d'un politique, je le trouve très très grand et en vrai, je le trouve plus grand à la radio et à la télé que dans la presse écrite qui est quand même plus marginalisée par rapport à l'influence des réseaux sociaux et tout ça. Donc voilà, donc pour moi, le danger, il est le même. Ça, je trouve. La deuxième chose que je pense, c'est que le problème du texte de Fabien Roussel, on l'a lu tous les deux, que moi je l'ai trouvé très sentant, un discours que moi je connais bien, puisque voilà, je suis de famille communiste, et c'était vraiment celui qui était dominant dans les années 60-70. Véritablement, et qui était le discours du Parti communiste. On revient à la manière que l'on avait de se représenter la France, ses atouts, son histoire, son monde populaire. Voilà. Pour moi, il n'y a rien de choquant dans ce qu'il raconte. Ce qui est très désolant et que cette publication renforce, c'est qu'on est
rivé on est accroché au passé, accroché à une histoire terminée. Philippe Corcuff, cette semaine, était l'invité de France Culture à propos du livre qu'il vient de signer avec Philippe Marlière. Tu devrais les inviter. Ils vont ouais, c'est ça. Ils vont venir parler dans le poste. Ils ont sorti un livre, Les tontons flingueurs de la gauche. Et Philippe Marlière disait quelque chose qui a retenu mon attention. Il dit le Parti communiste avait une bande originale qui était Jean Ferrat. C'est-à-dire qu'il y avait le discours du Parti communiste et puis il y avait Jean Ferrat. D'ailleurs, c'est Ma France, et le texte de Roussel reprend la litanie de Ma France, Ma France, Ma France, que tous les communistes connaissent, c'est-à-dire comment Jean Ferrat raconte sa France. Et ce que dit Philippe Corcuff, que j'ai trouvé juste, c'est qu'en fait, Jean Ferrat est un pas en avant sur le Parti communiste. C'est-à-dire qu'il est à la fois raccord avec la culture et les valeurs communistes, et en même temps il les exprime dans une modernité qui fait place à l'individu. L'individualité, donc je vous avais chanté une fois Ma Môme ici, je me rappelle, j'avais chanté cette chanson avant l'été, donc qui raconte ce que c'est qu'être un garçon ou une fille ouvrière dans les années 60, mais il en parle comme des individus et pas simplement comme des représentants du monde ouvrier. Quand il chante La Montagne, il donne sa place aussi à de nouvelles préoccupations, des préoccupations écologiques, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la BO du Parti communiste, qui était Jean Ferrat était en avance par rapport au Parti communiste. Et là, ce que je trouve, c'est que Fabien Roussel est tout à fait conforme au discours officiel du Parti communiste des années 70, mais qu'il n'a pas ce truc, il n'a pas Aragon, il n'a pas Jean Ferrat, il n'a pas Picasso, Léger, Éluard, enfin d'autres qui ont pu raconter d'une autre manière, et que c'est ça qui fait que c'est très embêtant, parce que c'est très ringard, et évidemment, le problème du Parti communiste, c'est qu'il ne peut pas se détacher de quand il aimait, dans quel univers il aimait. C'est-à-dire que ce qu'il raconte là est dans un univers qui amplifie cette une de VSD et ce numéro de VSD. Encore une fois, rien n'est choquant dans ce qu'il raconte, mais ça amplifie ce côté la France éternelle que nous aimons tant des années 60, alors qu'en ce moment tout le monde parle du camarade Pompidou, des belles bagnoles et des cigarettes au bec. Bon, ça fait ça, quoi. Ça donne cette impression-là, et ça encalmine complètement le discours et la potentialité communiste. Pour tirer le fil de ce que tu viens de dire, je pense que on peut remplacer communiste par gauche, et ça reste à peu près la même chose, à quelques modulos près. C'est-à-dire que la gauche, elle n'a pas non plus véritablement... Enfin, il y a une bande originale de gauche, il y a un mouvement en fait de gauche, à mon sens, dans la société. Il y a une gauche déjà là, comme certains disent, dans notre société, sauf qu'elle est plus tellement, je trouve, raccrochée en fait à la gauche politique. C'est-à-dire que quand tu regardes une série télé, très souvent américaine, quand tu écoutes Beyoncé ou même les rappeurs français, quand tu vas voir une exposition, etc., d'art contemporain, c'est souvent raccroché. C'est la gauche, je suis désolé. Tous ces gens-là, en fait, ils nous parlent d'une société qui est raccord avec nos valeurs. Pour autant, lorsqu'on écoute les discours politiques, bah ça fait pas. T'as l'impression qu'il y a une dissonance en fait entre ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, Marie Toussaint ou même Raphaël Glucksmann et ce que tu vois dans les séries télé, ce que tu entends dans la musique, etc. Et voilà, et pourtant il n'y aurait pas grand-chose à faire. Enfin, tu vois, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Et du coup, dans ce que tu dis, moi, il y a une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que Jean Ferrat était si raccroché en fait au monde communiste? Pourquoi est-ce que oui, je sais que c'est parce que les communistes écoutaient Jean Ferrat, tu vois, genre. Non, parce qu'il était communiste.
Mais Jean Ferrat était un enfant c'est une vraie autant question. que Beyoncé de gauche. non, mais Jean Ferrat était vraiment communiste. C'est quelqu'un qui a été protégé enfant juif. Il a été sauvé par une famille communiste. Non, mais j'entends. Et il a été d'abord dans une société dans laquelle le communisme, ça voulait dire quelque chose. À la fois le communisme en France et le communisme comme perspective mondiale. Je veux dire, il est de cette génération dans laquelle le communisme, ça voulait dire de l'enfance, des parents, un idéal, des grandes manifs. Je sais pas, moi, tu vois, c'était vivant pour. Donc c'est ça à recréer, tu vois, pour que lorsqu'on va voir un film, à la fois quand on écoute Beyoncé et quand on écoute un rappeur français, quand on va voir un film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois, pour que tout ça, en fait, ça puisse nous porter aussi politiquement. Tu vois, il faut en fait que Who Run the World Girls, Bienvenue chez les Ch'tis et je sais pas quoi, pour que tout ça, en fait, bah ça soit, on se dise, ok, bon bah voilà, tout ça c'est nous et c'est pour ça que c'est nous qu'on va gagner, quoi. Oui, mais je pense qu'en effet que tu as raison de dire à ce moment-là pourquoi Jean Ferrat c'était communiste. Et c'est vrai que tous les gens que j'ai cités, ils ont été fortement identifiés à un parti. Bon, Louis Aragon était à la direction du Parti communiste, Pablo Picasso a pris sa carte au Parti communiste, etc., etc. Jean Ferrat, je crois qu'il n'a jamais été membre du Parti communiste, mais néanmoins, son idéal communiste et son univers mental étaient attachés. Là, le problème, c'est que tous ces artistes, à quelques rares exceptions près, n'ont pas ne s'ancrent pas dans enfin il y en a qui peuvent s'ancrer, si il y a comme des artistes qui s'ancrent dans la question, enfin dans l'univers mental de l'écologie, de la décroissance, du mode de vie alternatif, etc. Il y a le féminisme aussi. Ouais, ça c'est pas un parti. C'est pas un parti, mais c'est un mouvement. Ah non, mais parce que tu dis il y a la gauche qui est là, elle a ses formes d'expression dans la société, y compris dans ses œuvres artistiques ou grand public ou grand public, et ça ne matche pas avec la gauche politique. Mais c'est qu'il n'y a pas de formation politique ou de proposition politique pour l'instant qui fasse vraiment sens pour tous ces personnes qui interviennent dans le champ intellectuel et culturel. Moi, et tu as raison de dire que y a pourtant de la matière. Il y a quelque chose. Il y a plein de matière, mais oui, mais globalement, franchement, les chanteurs, les chansons de droite, les films de droite, franchement, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Et personne les écoute. Hein. Enfin, je veux dire, à part genre vaguement Michel Sardou, et encore, on peut se poser la question parce que j'adore Michel Sardou, mais genre vaguement Michel Sardou et genre deux films. Franchement, la droite ne peut pas se targuer. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que la droite n'est pas complètement dénuée d'avoir des artistes et des intellectuels qui travaillent dans le même champ culturel qu'elle. Mais nous l'avons. Mais le problème, c'est que tout ça ne fait pas sens parce que la politique de la gauche ne s'intéresse pas à ce qui intéresse les artistes de la gauche. Voilà, on parle pas de la même chose. Ce sont deux univers qui ne se parlent pas, qui ne se préoccupent pas des mêmes enjeux. Voilà. Mais surtout, bon, on terminera sur ces mots un peu tristes. Toujours si optimiste. Mais allez au cinéma, écoutez de la musique, allez au théâtre et lisez des bouquins. À la semaine prochaine.